Si vous croyez que l'amour peut tout conquérir, écoutez cette histoire. Une histoire où l'amour a forgé des chaînes, où le courage s'est battu contre la peur, et où une mère a payé le prix ultime pour sauver son enfant. Je m'appelle Evelyn Harper, aujourd'hui âgée de 87 ans, et les rides sur mon visage ne racontent pas seulement les années, mais les batailles que j'ai menées dans l'ombre. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, elle est celle de toutes les femmes piégées par la violence, ignorées par ceux qui auraient dû les protéger. Si ce récit vous touche, je vous en prie, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en laissant un commentaire avec le mot « 1 » pour honorer celles qui luttent encore. Je suis né dans la petite ville de Sun City, en Arizona, dans les années 1930, à une époque où les femmes étaient censées se contenter d'un mariage et d'une vie de mère. Les rêves étaient un luxe, et le silence, une obligation. C'était dans ce monde que j'ai rencontré James, en 1953. J'avais 15 ans, travaillant après l'école dans le diner de mon père, un endroit où l'odeur du café et des tartes aux pommes emplissait l'air. James, 22 ans, était un ancien soldat tout juste revenu de la guerre de Corée. Avec ses yeux bleus perçants et son sourire charmeur, il semblait tout droit sorti d'un film. Chaque jeudi, il commandait un milkshake au chocolat, laissait un pourboire généreux et partait avec un clin d'œil qui faisait battre mon cœur d'adolescente. Mes parents, d'abord méfiants à cause de notre différence d'âge, ont vite succombé à son charme. James offrait des cigares coûteux à mon père, portait les courses de ma mère, et tout le monde à Sun City le voyait comme un gentleman parfait. « On ne trouve plus d'homme comme lui », disait ma mère. Et je l'ai cru. En 1956, juste après mon diplôme de lycée, nous nous sommes mariés. Ma robe blanche avec son col en dentelle, mon bouquet de roses blanches et de lys, mes mains tremblantes, tout cela semblait un rêve. Toute la ville était là, célébrant l'union de la jeune Evelyn et de James, employée respectée à la banque locale. On me disait chanceuse, et je le croyais. La première année, notre mariage était un tableau parfait, une petite maison à la périphérie de la ville. Un porche où je regardais le soleil peindre le désert en nuances d'orange et de violet. Des conversations sur notre avenir. Des enfants que nous aurions. James m'apportait des fleurs sauvages cueillies sur le chemin du retour. Et les week-ends, nous pique-niquions au bord du lac voisin, riant sous le ciel immense. Mais ce tableau idyllique s'est fissuré, et la vérité hideuse s'est révélée, comme un venin qui coule lentement. La première fois qu'il m'a frappé, c'était 2 semaines après que je lui ai annoncé ma grossesse. J'avais brûlé son petit déjeuner, les œufs trop cuits, le pain trop grillé, tout est arrivé si vite un instant. Je m'excusais, confuse, et l'instant d'après, j'étais au sol, la joue en feu, les oreilles sifflantes. James s'est effondré à mes côtés, pleurant, implorant mon pardon. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Evelyn, je te le jure, ça n'arrivera plus, sanglotait-il. J'avais 18 ans, un bébé en route. Et en 1957, le divorce était une honte impensable. Alors, je l'ai cru. Je devais le croire. Mais les coups sont revenus, encore et encore, suivis de promesses larmoyantes et de périodes de bonheur trompeur, qui me faisaient espérer un changement. J'ai appris à cacher les bleus avec du maquillage, à mentir aux voisins curieux. Oh, je suis tellement maladroite, je me suis cognée contre une porte. Tandis que James m'enlaçait d'un geste protecteur, jouant le mari aimant devant le monde. Quand Lily, notre fille, est née en 1958, j'ai cru que les choses s'amélioreraient. Pendant quelques mois, c'était le cas. James rentrait du travail, berçait Lily dans ses bras, chantait des berceuses d'une voix si douce qu'elle me faisait pleurer. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu, » murmurait-il. « Tu m'as tout donné, Evelyn. » Mais cette tendresse était une illusion. James a perdu son emploi à la banque, officiellement à cause d'une réduction d'effectifs. Mais j'ai découvert plus tard qu'il avait détourné de l'argent des comptes clients. Il s'est mis à boire, disparaissant pendant des jours, puis revenant, prêt à exploser pour un rien. La première fois qu'il a fait du mal à Lily,
Elle n'avait que 18 mois. Elle avait renversé son verre de whisky. Et James l'a saisie par le bras si fort que des marques en forme de doigts sont restées sur sa peau fragile. Quand j'ai tenté de m'interposer, il m'a projeté contre le mur, me coupant le souffle. Cette nuit-là, alors que je pleurais dans notre lit, il m'a sifflé à l'oreille. « Si tu essaies de me quitter, je te retrouverai, et je m'assurerai que tu ne revois jamais cette gamine. Peut-être qu'elle ne sera plus là pour que tu la revoies. » Ses yeux, froids comme ceux d'un serpent, m'ont convaincu qu'il ne bluffait pas. Pendant 3 ans, j'ai enduré. J'ai tout essayé être l'épouse parfaite, garder Lily silencieuse quand James était là, supplier notre pasteur, le révérend Holt, pour des conseils, mais il m'a répondu de prier plus fort et d'être plus soumise, comme si c'était ma faute. Cette indifférence m'a révolté. Comment un homme de foi pouvait-il fermer les yeux sur ma souffrance? Pire encore, notre voisine, Madame Clara, une femme au visage pincé et à la langue acérée, remarquait mes bleus, mais ne faisait rien. Au lieu de m'aider, elle colportait des ragots, disant à toute Sun City que j'étais maladroite, protégeant ainsi James, le héros local. Son hypocrisie était insupportable, et chaque sourire narquois qu'elle m'adressait en croisant mon regard me donnait envie de hurler. La ville entière semblait complice, fermant les yeux sur les cris étouffés qui s'échappaient de notre maison. Ma délivrance est venue grâce à ma sœur, Béatrice, qui vivait à Minneapolis. Elle est venue pour le 4e anniversaire de Lily. Et tout a changé. Béatrice a vu ce que personne d'autre ne voulait voir, la façon dont Lily tressaillait au moindre bruit. Son silence lorsque le nom de James était prononcé. Cette nuit-là, après que James soit sorti boire, Béatrice m'a confronté. J'ai d'abord nié, honteuse d'admettre que mon mariage était un échec, que je ne pouvais pas protéger ma propre fille. Mais elle a insisté, me forçant à regarder la vérité en face. Ce n'est plus seulement à propos de toi, Evelyn, a-t-elle dit. Quel genre d'homme Lily pensera-t-elle qu'elle mérite si elle grandit en voyant ça? Ces mots m'ont transpercé. Cette nuit-là, en regardant Lily dormir, sa poitrine frêle montant et descendant, un bleu encore visible sur son avant-bras, j'ai su ce que je devais faire. Le lendemain matin, pendant que James était à son nouveau travail dans le bâtiment, j'ai annoncé mon plan à Béatrice. Je vais envoyer Lily avec toi à Minneapolis. Ai-je dit? Je dirai à James que c'est juste une visite, qu'elle reviendra dans quelques semaines. Pendant ce temps, je trouverai un moyen de m'échapper en toute sécurité. Béatrice a protesté, me suppliant de partir avec elle immédiatement. C'est insensé. Evelyn, viens avec nous maintenant. Mais j'ai secoué la tête. S'il nous perd toutes les deux, il nous traquera sans relâche. Il a des amis dans la police. Il dira que j'ai kidnappé sa fille. Mais si je reste, je peux le convaincre que j'ai accepté cette vie, et je pourrai planifier correctement. Béatrice a fini par comprendre, bien que cela lui brisât le cœur. Nous avons préparé une petite valise pour Lily, y glissant son ours en peluche préféré et une photo de moi. Le moment le plus difficile a été de retenir mes larmes en lui disant au revoir. « Quand viendras-tu, maman? » a-t-elle demandé. Ses petits bras autour de mon cou. « Bientôt, ma chérie, » ai-je promis, la gorge noue hydrochlorothiazide serrée. « Maman doit faire quelque chose d'important ici, mais je viendrai te chercher. Je te le promets. » Cette nuit-là, quand James est rentré, je lui ai dit que Béatrice avait emmené Lily pour une visite. Comme prévu, il est entré dans une rage folle, renversant les meubles, menaçant de me tuer. Mais quand je n'ai pas riposté, quand j'ai calmement répété que Lily reviendrait dans 2 semaines, il s'est finalement apaisé. 2 semaines, a-t-il grogné, pointant un doigt menaçant sur moi. Pas un jour de plus. Ce qu'il ignorait, c'était que Lily et Béatrice étaient déjà dans un bus pour Minneapolis, et que je n'avais aucune intention de ramener ma fille dans cet enfer. Les 15 années qui ont suivi ont été un cauchemar éveillé. Quand les 2 semaines sont passées
et que Lily n'est pas revenue. La fureur de James a atteint des sommets inimaginables. Il m'a battu si violemment que je me suis retrouvé à l'hôpital avec 3 côtes cassées et une pommette fracturée. J'ai dit au médecin que j'étais tombé dans l'escalier, et personne n'a posé de questions. James a signalé l'enlèvement de Lily à la police, mais Béatrice avait tout prévu. Avec l'aide d'un ami greffier, elle avait obtenu des documents prouvant qu'elle avait ma permission de s'occuper de Lily. Des papiers antidatés avec ma signature. L'enquête a fini par s'éteindre. Mais moi, je suis resté. J'ai enduré les coups, les insultes, le contrôle suffocant de James. Chaque jour, je vivais dans la peur qu'il découvre mon secret, les lettres que j'écrivais à Lily par l'intermédiaire de Madame Agnès, la voisine de Béatrice, une femme discrète et bienveillante qui servait de messagère. Ces lettres étaient de mon seul lien avec ma fille. Des mots d'amour que je devais brûler après lecture pour que James ne les trouve jamais. Mais ce n'était pas seulement James qui me brisait, la ville entière semblait conspirer contre moi. Madame Clara, cette vipère, continuait de propager des rumeurs, suggérant que je méritais mon sort pour ne pas être une bonne épouse. Lors d'une fête de quartier, elle m'a publiquement humilié, lançant à la foule que je devais apprendre à mieux tenir ma maison, après que James m'avait frappé si fort que mon œil au beurre noir était visible sous le maquillage. Personne n'a réagi. Pas un mot de soutien. Même le révérend Holt, à qui je m'étais confié une seconde fois, désespéré, m'a dit que je devais endurer avec patience, comme une vraie chrétienne. Leur silence, leur lâcheté, leur complicité dans ma souffrance me donnaient envie de crier ma rage au monde entier. Comment pouvaient-ils tous fermer les yeux? Comment pouvaient-ils honorer un monstre comme James, lui serrer la main à l'église, tandis que je cachais mes bleus sous des manches longues? Pourtant, au milieu de cette tempête, je gardais un secret sous une latte du plancher de notre chambre. Je cachais chaque pièce, chaque dollar économisé des pourboires du diner, un fonds d'évasion, construit centime par centime, année après année. Chaque pièce ajoutée était un pas vers la liberté, un murmure d'espoir, un jour plus près de Lily. Mais la peur ne me quittait jamais. James avait des amis dans la police, et sa réputation d'homme respectable le protégeait. Une fois, il m'a traîné au poste de police local, me forçant à m'asseoir pendant qu'il plaisantait avec le shérif, un vieil ami, sur ma maladresse. Le shérif a ri, m'a jeté un regard méprisant et a dit « Fais attention, Evelyne, ou tu vas te faire mal encore plus. » Cette humiliation publique, ce rire partagé entre eux, m'a donné envie de hurler ma douleur, ma rage, ma haine pour ce monde qui m'abandonnait. Les lettres de Madame Agnès étaient mon seul réconfort. Chaque mois, si j'avais de la chance. Une enveloppe arrivait, déguisée en newsletter d'un club de couture. James, trop absorbé par ses bouteilles ou ses journaux, ne se doutait de rien. À l'intérieur, des nouvelles de Lily, sa première dent perdue, son entrée à l'école, son inscription chez les scouts. Chaque jalon manqué était une lame dans mon cœur, mais aussi la preuve qu'elle était en vie, qu'elle grandissait, qu'elle prospérait. Béatrice l'élevait avec amour, mais Lily demandait toujours après moi « Elle pense que tu es malade », écrivait Madame Agnès. « Mais elle garde ta photo près de son lit. » Ces mots me donnaient la force de continuer, même quand tout semblait perdu. Un jour, alors que j'avais presque abandonné tout espoir, une lettre différente est arrivée. Pas de Madame Agnès, mais de Lily elle-même. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe dans la salle de bain. Le seul endroit où je pouvais être seul. « Chère maman », commençait la lettre. Et ces 2 mots ont failli me briser. Ma fille, maintenant âgée de 20 ans, avait retrouvé ma trace. Elle écrivait avec la précision d'une adulte. Une femme que je ne connaissais pas, mais qui portait encore mon amour dans son cœur. « Je mérite de savoir la vérité », écrivait-elle. « Pourquoi m'as-tu envoyé loin sans venir avec moi? » Chaque mot était un coup, une accusation juste que j'avais fui pendant des années. Mais elle continuait. « Tante Béatrice m'a tout raconté, m'a montré tes 172 lettres.
J'ai lu ton sacrifice, ton amour, ta douleur. Elle savait tout. Les doubles journées de travail, les anniversaires célébrés en secret, les bleus cachés sous des sourires forcés. Et puis, le choc Lily avait un plan. Elle et Béatrice avaient tout organisé. Un appartement à Seattle, un entretien d'embauche dans une librairie, un avocat pour me protéger. Nous serons à Phoenix bientôt, écrivait-elle. Sois prête. Mon cœur s'est arrêté. La liberté avait un nom, un lieu, un espoir. Mais la peur, cette vieille ennemie, s'est réveillée. James devenait de plus en plus imprévisible. Ses accès de paranoïa s'intensifiaient. La semaine précédente, il m'avait saisi par le bras, laissant des marques, parce que j'avais pris trop de temps au marché. Et si je partais et qu'il me rattrapait? Et s'il trouvait Lily? La terreur me paralysait. Mais les mots de Lily résonnaient. Je t'aime, je te pardonne, viens à moi. Pour la première fois en 15 ans, je sentais une étincelle de courage, une rage contre l'injustice, contre Madame Clara et ses ragots venimeux, contre le révérend Holt et son hypocrisie religieuse, contre cette ville qui m'avait laissé pourrir dans l'ombre d'un monstre. J'allais partir. J'allais retrouver ma fille. Et personne, ni James, ni cette communauté complice, ne m'arrêterait. Les mots de Lily, gravés dans mon cœur comme une promesse incandescente, étaient à la fois ma salvation et ma terreur. Assise sur le carrelage froid de la salle de bain, la lettre de ma fille serrée contre ma poitrine. Je sentais une tempête de rage et d'espoir rugir en moi. 15 ans de coups, d'humiliation, de silence imposé par une ville complice. Tout cela convergeait vers un point de rupture. Lily, ma petite fille, désormais une femme de 20 ans, m'offrait une porte de sortie, un plan audacieux pour m'arracher à James et à ce cauchemar qu'était devenu ma vie à Sun City. Mais chaque pas vers la liberté était un pari contre la mort. James, avec ses yeux de serpent et ses amis dans la police, n'était pas seulement un mari violent. Il était une ombre omniprésente, un prédateur qui flairait la moindre rébellion. La rage bouillonnait en moi, contre lui, contre Madame Clara et ses ragots venimeux, contre le révérend Holt et ses sermons hypocrites, contre cette communauté qui m'avait abandonné. Pourtant, au milieu de cette fureur, une étincelle d'espoir s'allumait. Je travaillais au Daisy's Diner, un refuge où, pendant 8 heures par jour, je pouvais prétendre être Evelyne la serveuse, efficace et souriante, plutôt qu'Evelyne l'épouse brisée. Daisy, la propriétaire, une femme au caractère bien trempé, ne posait jamais de questions sur mes bleus, mais elle me donnait des shifts supplémentaires quand James partait dans ses beuveries, glissant parfois un billet dans ma poche avec un clin d'œil « Pour ton fonds de secours, ma belle ». Elle ne savait pas pourquoi j'épargnais, mais elle devinait que j'avais besoin d'une porte de sortie. Ce diner était mon sanctuaire, un lieu où les clients me parlaient du temps qu'il fait, complimentaient de la rapidité avec laquelle je remplissais leurs tasses de café, et laissait des pourboires avec des sourires sincères. Pendant ces heures, je pouvais être une femme ordinaire, pas une ombre vivant dans la peur. Mais même là, James trouvait le moyen de me hanter. Depuis qu'il avait décroché un poste de shérif adjoint à temps partiel, son influence empoisonnait tout. Un jour, il est entré dans le diner, l'uniforme impeccablement repassé, et a exigé que Daisy réduise mes heures supplémentaires. Elle travaille trop, ça la rend négligente à la maison, a-t-il dit d'une voix mielleuse, devant une salle pleine de clients qui hochaient la tête avec respect. Daisy a tenu bon. Mais la semaine suivante, un inspecteur sanitaire a menacé de fermer le diner pour des infractions inventées. Un message clair de James, utilisant son pouvoir pour me garder sous son joug. Cette injustice m'a fait bouillir de rage. Comment osait-il manipuler non seulement ma vie, mais aussi celle de Daisy, une femme qui m'avait offert un semblant de dignité? Un autre incident a attisé ma colère jusqu'à l'insupportable. Lors de la foire annuelle de Sun City, James m'a publiquement humilié. J'avais renversé un verre d'eau par accident, et il m'a saisi par le bras, me traînant devant la foule rassemblée pour les jeux. « Regardez-la,
Incapable de tenir un verre correctement, a-t-il crié, riant avec ses amis du shérif. Puis, baissant la voix pour que seuls ceux à proximité entendent. Il a sifflé. Peut-être que tu fais exprès. Hein, tu cherches un autre homme pour te distraire. Les rires des badauds, les regards détournés de Madame Clara et des autres, leur silence complice face à mon humiliation. Tout cela m'a donné envie de hurler ma douleur au monde. Il le voyait comme un héros, un homme respectable, tandis que j'étais la femme, maladroite, qui méritait son sort. Cette scène, jouée sous les lumières festives de la foire, a gravé dans mon cœur une fureur incandescente, une haine pour cette ville qui fermait les yeux sur ma souffrance. Chaque jour, je relisais la lettre de Lily, cachée dans mon soutien-gorge, près de mon cœur. Elle détaillait un plan précis, un appartement à Seattle, chez la sœur de Béatrice, un entretien d'embauche dans une librairie, un avocat pour me protéger si James me poursuivait. Nous serons à Phoenix bientôt, écrivait-elle. Sois prête, prends un bus, appelle ce numéro depuis la gare. Une somme de 30 $ et une carte avec un numéro de téléphone étaient attachés à la lettre. Mais la peur était une chaîne plus lourde que les coups. Une nuit, James a failli découvrir la lettre. Il était rentré tôt, empestant le whisky, et m'a trouvé dans la salle de bain, la lettre à la main. « Qu'est-ce que tu caches » a-t-il grogné, ses yeux plissés de suspicion. J'ai bafouillé une excuse, prétendant lire une facture, et j'ai glissé la lettre dans ma manche avant qu'il ne puisse la saisir. Il m'a attrapé par les cheveux, me forçant à le regarder. « Tu me prends pour un idiot, Evelyn » a-t-il rugi, son souffle chaud sur mon visage. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il l'entende. « Non, rien, je te jure. » ai-je murmuré, les yeux baissés. Il m'a relâché avec un grognement. Mais cette frayeur m'a laissé tremblante, la lettre brûlant contre ma peau comme un secret trop dangereux à garder. Les lettres de Madame Agnès, notre messagère secrète, étaient mon seul lien avec Lily. Chaque mois, une enveloppe arrivait, déguisée en newsletter banale. James, trop occupé par ses bouteilles, ne se doutait de rien. À l'intérieur, des bribes de la vie de ma fille, elle avait perdu sa première dent, commencé l'école, rejoint les scouts. Chaque mot était une blessure et un baume, une preuve qu'elle grandissait, qu'elle était en sécurité, mais aussi un rappel cruel de tout ce que je manquais. « Elle demande toujours après toi », écrivait Madame Agnès. « Béatrice lui dit que tu es malade, mais que tu l'aimes. Elle garde ta photo près de son lit. » Ces mots étaient ma bouée, me maintenant à flot dans un océan de désespoir. Mais ils ravivaient aussi ma rage, contre James, qui m'avait volé ma fille, contre cette ville qui m'avait abandonné, contre moi-même pour n'avoir pas trouvé la force de partir plus tôt. Un autre outrage a marqué mon esprit comme une brûlure. Une nuit, après que j'ai oublié de repasser sa chemise d'uniforme, James m'a enfermé dans un placard pendant 2 jours entiers. « Ça t'apprendra à être une meilleure épouse », a-t-il sifflé. Verrouillant la porte, j'étais dans l'obscurité, sans nourriture, avec pour seule compagnie le bruit de ses pas et ses rires moqueurs à travers la porte. Quand il m'a enfin libéré, il m'a forcé à m'agenouiller et à m'excuser devant lui, comme une enfant punie. Cette cruauté sadique, ce plaisir qu'il prenait à me briser, m'a rempli d'une rage si profonde que je pouvais à peine respirer. Et pourtant, le lendemain, il est allé à l'église, serrant la main du révérend Holt, pendant que Madame Clara murmurait à ses amis que j'avais probablement mérité une leçon. Leur complicité, leur aveuglement volontaire, était une trahison aussi douloureuse que les coups de James. Au diner, une nouvelle personne est entrée dans ma vie, le Dr. Laura Bennett, une femme médecin, célibataire et indépendante, arrivée à Sun City dans les années 1960. Contrairement aux autres médecins, conservateurs et conformistes, elle était une anomalie dans notre ville étroite d'esprit. Elle venait tous les mercredis, commandait un sandwich à la dinde sur pain de seigle, sans mayonnaise, et un café noir, lisant des revues médicales pendant son repas. Un jour, alors que je remplissais sa tasse, elle a remarqué mon poignet bandé, une entorse de la veille. Quand James m'avait tordu le bras,
Il faut une radio pour ce poignet, a-t-elle dit doucement. J'ai balbutié que ce n'était rien. Mais son regard perçant m'a désarmé. Mon cabinet est ouvert jusqu'à 19 heures le jeudi, sans rendez-vous. A-t-elle ajouté? Je n'y suis jamais allé, trop risqué avec les connexions de James dans la police, mais Laura continuait de venir, laissant parfois des brochures sous son assiette des informations sur un refuge pour femmes à Phoenix. Sur l'aide juridique. Je les lisais en cachette dans les toilettes, le cœur battant, avant de les détruire. Sa compassion, si rare dans cette ville, était à la fois un réconfort et un rappel cruel de tout ce que je n'avais pas. Les années passaient, et la violence de James oscillait comme une marée. À mesure que les années 1960 cédaient la place aux années 1970, il buvait plus, frappait moins, mais ses paroles devenaient des lames acérées. Il avait perdu son emploi dans le bâtiment et ne travaillait plus que sporadiquement. Quand quelqu'un était assez désespéré pour l'embaucher, notre maison, autrefois mon orgueil, tombait en ruine, la peinture s'écaillait sous le soleil du désert. Le toit fuyait, le jardin envahi par des plantes sauvages. Mais je continuais à travailler, à économiser, ajoutant chaque pourboire à mon fonds secret sous le plancher. Chaque dollar était un cri de défi, une promesse que je ne serais pas éternellement sa prisonnière. Pourtant, la peur grandissait. James semblait boire moins, me surveillant davantage. Une semaine avant l'évasion prévue, il m'a coincé dans la cuisine, son haleine chaude et menaçante. « Tu agis bizarrement, Evelyn, » a-t-il dit, son regard fouillant le mien. « Tu me caches quelque chose. » Mon pouls s'est accéléré, mais j'ai gardé les yeux baissés. « Non, juste fatigué des shifts supplémentaires, » ai-je murmuré. Il m'a saisi par le menton, me forçant à le regarder. « Tu sais ce qui arrive aux femmes qui se moquent de leur mari, » a-t-il sifflé. Je le savais. J'avais vu notre voisine, Madame Daniels, tenter de quitter son mari des années plus tôt. Elle avait fini à l'hôpital avec une mâchoire fracturée, et tout le monde avait cru son mari quand il disait qu'elle était tombée dans l'escalier. Personne n'avait posé de questions, mais le pire était encore à venir. Quelques jours avant mon évasion, James est rentré ivre, tenant mon album photo, le seul où j'avais gardé des images de Lily, de mes parents, de mon enfance. Il l'a brandi devant moi, un sourire cruel aux lèvres. « Tu penses encore à elle? Hein? » a-t-il ricané. Puis, sous mes yeux, il a arraché les photos une à une, les jetant dans l'évier avant d'y mettre le feu. Les flammes dévoraient les visages de ma fille, de ma mère, de tout ce qui me restait d'amour. J'ai crié, tenté de les sauver, mais il m'a repoussé, riant alors que mes souvenirs partaient en cendres. « Tu n'as rien d'autre que moi. Evelyn, rien. » Cette cruauté, ce sadisme pur, a fait bouillir mon sang. J'ai ravalé mes larmes. Mais à l'intérieur, une tempête de rage explosait. Comment osait-il détruire le peu que j'avais? Comment cette ville pouvait-elle continuer à l'aduler? Lui, le monstre, pendant que je suffoquais sous son emprise. Chaque nuit, je m'allongeais à côté de James, son souffle lourd d'alcool emplissant la pièce, et je récitais en silence tout ce que je me souvenais de Lily, la boucle de ses cheveux, son rire qui plissait son nez, sa voix m'appelant « maman ». J'avais peur d'oublier. Parfois, dans l'obscurité, je traçais son visage dans mon esprit, paniqué quand un détail s'estompait. Était-ce l'iris gauche ou droit qui avait une tache dorée? Son rire avait-il ce petit hoquet à la fin? Les lettres de Madame Agnès étaient ma bouée. En 1970, elle écrivait « Lily est plus grande que Béatrice maintenant. Elle a ton regard, ta ténacité. Elle se concentre si fort qu'un pli se forme entre ses sourcils. Comme toi. » Ces mots me faisaient sangloter sous la douche pour masquer le bruit. Ma petite fille n'était plus une enfant, mais une jeune femme, et j'avais tout manqué. La culpabilité me rongeait. Et si Lily me haïssait pour l'avoir envoyée loin, pour être restée derrière? Cette pensée me torturait. Mais sa lettre, ce plan audacieux,
prouvait qu'elle m'aimait encore, qu'elle me pardonnait. Et cette ville, Madame Clara, le révérend Holt, le shérif complice, n'avait aucun droit sur moi. Ma rage contre eux, contre James, contre ce monde qui m'avait trahi, était devenue une flamme inextinguible. J'allais m'échapper, j'allais retrouver ma fille. Et personne, ni James, ni ses alliés, ni cette communauté lâche, n'allait m'en empêcher. Le jour de l'évasion était arrivé. Un matin où le soleil du désert d'Arizona se levait avec une cruauté implacable, illuminant un monde qui m'avait emprisonné pendant 15 ans. Je me suis réveillé avant l'aube, le corps vibrant d'adrénaline, la lettre de Lily, mon talisman, mon cri de guerre, toujours caché contre ma peau. James dormait à côté de moi, son souffle lourd empestant le whisky, inconscient du cataclysme qui se préparait. Chaque battement de mon cœur était un mélange de terreur et de rage. Une fureur brûlante contre cet homme qui m'avait brisé, contre Madame Clara et ses ragots venimeux, contre le révérend Holt et son hypocrisie, contre le shérif et ses rires complices, contre cette ville entière qui avait fermé les yeux sur mes cris. Mais aujourd'hui, je n'étais plus leur victime. Aujourd'hui, j'allais m'arracher à leur chaîne. Aujourd'hui, je rejoindrai ma fille. Je me suis levé en silence, rejoint le plan de Lily dans ma tête comme une prière. James partirait pour son travail de construction à 6h30. Je ferais semblant d'aller au Daisy's Diner pour mon service du matin. À midi, je dirais à Daisy que je me sentais mal, pas tout à fait un mensonge, car mon estomac était noué par l'angoisse. Ensuite, au lieu de rentrer, je récupérerais mon argent caché sous la latte du plancher, ma petite valise derrière la chaufferie dans le garage, et je marcherais jusqu'à la gare routière. Un bus pour Phoenix, un appel au numéro donné par Lily, et avant le dîner, je serais avec ma fille. Si tout se passait bien. Ce « si » pesait comme une enclume. James avait des yeux partout, des amis dans la police, une paranoïa qui flairait la moindre déviation. Et si je trébuchais maintenant? Si près du but, la rage contre cette possibilité, qu'il puisse encore me voler ma liberté. Ma fille me donnait envie de hurler. J'ai suivi la routine matinale avec une précision mécanique café noir pour James, œufs frits, pain grillé beurré. Chaque geste était un masque, une performance pour ne pas éveiller ses soupçons. « Tu travailles tard ce soir », a-t-il grogné, sans lever les yeux de son journal. Mon cœur a trébuché. « Non, juste le service du matin », ai-je répondu, la voix plate, tandis que mon esprit s'emballait. Soupçonnait-il quelque chose? Avait-il intercepté la lettre de Lily? Pourquoi, ai-je ajouté, incapable de masquer une pointe de nervosité. Il a haussé les épaules. Je pensais que Daisy te faisait bosser comme une esclave. On a besoin d'argent. Le soulagement m'a envahi, mais il était teinté de colère, même dans ses mots banals. Je sentais son contrôle, sa manière de me réduire à une source de revenus, une marionnette, lorsqu'il a attrapé sa boîte à lunch et quitté la maison, le moteur de son camion rugissant dans l'allée. J'ai enfin respiré. La porte s'est refermée, et pour la première fois en 15 ans, j'ai senti que ce n'était pas seulement une maison que je quittais, mais une prison. Au diner, le temps s'écoulait dans un brouillard étrange. Je versais le café, prenais les commandes, souriais aux habitués. Mais chaque tintement de la cloche au-dessus de la porte me faisait sursauter. Et si James entrait, ses yeux froids me transperçant, et s'il avait deviné mon plan, les visages familiers, Henderson avec son journal, les dames du salon de coiffure avec leurs ragots semblaient irréels, comme des acteurs dans une pièce que je quittais. À midi pile, je me suis approché de Daisy, la main sur l'estomac. « Je ne me sens pas bien. » ai-je dit. « Je peux partir plus tôt. » Daisy m'a scruté, ses yeux plissés par l'inquiétude. « Tu es pâle. Evelyn, rentre te reposer. » J'ai serré sa main, un geste impulsif. « Merci, pour tout, » ai-je murmuré, la gorge serrée. Quelque chose dans ma voix a dû l'alerter. Elle m'a dévisagé, mais n'a rien dit, hochant simplement la tête. « Prends soin de toi, ma belle. »
J'ai failli tout lui avouer. Lily, le plan, Seattle. Mais le silence était ma meilleure arme. Moins de gens savaient. Plus Lily et moi serions en sécurité. Dans la salle de bain du personnel, j'ai troqué mon uniforme contre une robe grise banale. Un cardigan élimé. Rien de remarquable. Juste une femme ordinaire vacant à ses affaires. En quittant le diner, au lieu de tourner à gauche vers la maison, j'ai pris à droite, vers le centre-ville. Chaque pas était une révolte. Un cri silencieux contre James, contre Sun City, contre les années volées. Le soleil brûlant du désert me cuisissait la nuque. Mais je continuais, le cœur battant si fort que je craignais qu'il n'éclate. À chaque coin de rue, je m'attendais à sentir sa main sur mon épaule, à entendre sa voix grondante. « Où crois-tu aller, Evelyn? » Mais personne ne m'a arrêté. Les rues étaient calmes, les habitants cloîtrés pour échapper à la chaleur. À la maison, j'ai agi vite. J'ai glissé la clé cachée sous un pot de fleurs pour entrer par la porte de la cuisine. Le silence était oppressant, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Dans la chambre, j'ai soulevé la latte du plancher, récupérant les 342 $ économisés au fil des années. Chaque billet un acte de défi. Je les ai répartis dans mes poches, dans l'ourlet de ma robe, dans la doublure de mes chaussures, des endroits où James ne regarderait jamais. Puis, dans le garage. J'ai poussé les outils rouillés pour attraper la valise cachée derrière la chaufferie. À l'intérieur, quelques vêtements, le médaillon de ma mère, une poignée de photos, mes parents, mon enfance, Lily bébé, et un recueil de poèmes, mon compagnon dans les nuits les plus sombres. J'ai jeté un dernier regard à la maison, les rideaux fanés, le canapé affaissé, la tache d'eau au plafond que James avait promis de réparer il y a 5 ans. Rien ici ne m'appartenait. Rien ne valait la peine de rester. La marche jusqu'à la gare routière, à 10 pâtés de maison, était une épreuve. Chaque pas était un mélange de terreur et d'exaltation, comme si je dansais au bord d'un précipice. À la gare, j'ai acheté mon billet pour Phoenix. La voix ferme malgré le tonnerre dans ma poitrine. Le guichetier m'a à peine regardé, glissant le billet avec un air ennuyé. J'étais personne, juste une femme prenant un bus un vendredi après-midi. Le bus était à moitié vide. J'ai choisi un siège au milieu, discret, et posé ma valise au-dessus. Quand le moteur a rugi et que le bus a quitté la gare, j'ai enfin expiré. Je le faisais vraiment. Dehors, le paysage de l'Arizona défilait des cactus saguaro comme des sentinelles, des formations rocheuses rouges s'élevant dans le lointain, un ciel bleu infini. Pendant 15 ans, ce désert avait été le décor de ma captivité. Maintenant, il était le témoin de ma libération. Mais la peur revenait, insidieuse. Et si Lily n'était pas là? Et si tout cela n'était qu'un piège cruel? Une illusion à la gare de Phoenix, bondée et bruyante. J'ai trouvé un téléphone public. Mes doigts tremblants ont composé le numéro de la lettre. Une sonnerie. 2. 3. Ma gorge s'est serrée. Puis, une voix de femme. Allô? Béatrice. Ai-je murmuré? Ma voix se brisant. Un souffle à l'autre bout. Evelyn, c'est toi. Oui, je suis là, à Phoenix. Sa voix est devenue ferme, efficace. Ne bouge pas, je suis là dans 15 minutes. Une Ford Mustang bleue. J'ai attendu sur un banc dehors, ma valise sur les genoux, scrutant chaque voiture. Un instant. Mon cœur s'est arrêté un officier de police. L'un des amis de James rôdait près de la gare, ses yeux balayant la foule. M'avait-il vu, James avait-il deviné? J'ai baissé la tête, feignant d'ajuster ma chaussure, le cœur battant à tout rompre. La rage m'a submergé, rage contre ce système qui protégeait James, qui donnait du pouvoir à des hommes comme lui, qui ignorait les femmes comme moi. J'ai repensé à une nuit, des années plus tôt, où j'avais osé demander de l'aide au shérif. Il m'avait ri au nez, disant « Rentre chez toi, Evelyn. Un homme a le droit de discipliner sa femme. »
Cette injustice, ce mépris, me donnait envie de crier, de briser ce monde qui m'avait laissé pourrir. Puis, une Mustang bleue s'est arrêtée. Béatrice en est sortie, grande, les cheveux auburn striés d'argent, mais toujours ma sœur. Nos regards se sont croisés, et le temps s'est arrêté. Puis elle a couru vers moi, et nous nous sommes enlacés, pleurant toutes les deux. « Tu es venu, » répétait-elle. « Tu es vraiment venu. »« Lily est là, » ai-je demandé, cherchant son visage. Elle a hoché la tête. « À l'hôtel. Il voulait venir, mais c'était plus sûr que je vienne seule. » Dans la voiture, Béatrice conduisait avec assurance, me jetant des regards comme pour s'assurer que j'étais réel. « Il est nerveux, » a-t-elle dit avec un petit rire. « Il fait les 100 pas dans la chambre d'hôtel. Je lui ai dit d'aller nager pour se calmer, mais il n'a pas voulu quitter la chambre au cas où tu appellerais. » Mes larmes menaçaient de déborder. Il est incroyable. Evelyne, brillant, gentil, têtu comme toi. Il va être premier de sa classe l'année prochaine. Les entreprises d'ingénierie le recrutent déjà. La fierté m'a envahi, mais aussi la douleur. Est-ce qu'il me déteste? Pour être resté loin si longtemps. Béatrice a serré le volant. Il l'a fait, quand il était plus jeune et ne comprenait pas, mais plus maintenant, il veut juste sa mère. L'Holiday Inn est apparu, un bâtiment imposant avec une enseigne au néon. Béatrice m'a conduite au parking, a éteint le moteur et a serré ma main. Chambre 215, il t'attend. Mes jambes tremblaient en traversant le hall, en montant dans l'ascenseur, en longeant le couloir moquetté. Devant la porte 215, je me suis figé. Et s'il était déçu? Si la mère brisée, vieillie, ne correspondait pas à l'image qu'il avait gardée? Avant que je puisse reculer, la porte s'est ouverte. Lily? Non, pas Lily, mais une femme, grande, avec mes yeux, les boucles de ma mère, le menton fort de James, mais sans sa cruauté. « Maman », a-t-elle dit, sa voix grave, pas celle de la petite fille de mes souvenirs. « Lily », ai-je murmuré. Nous sommes restés immobiles, un abîme de perte et de désir entre nous. Puis elle m'a enlacé, et j'ai senti la force de ma fille, devenue femme. « Tu es venu », a-t-elle dit, ses larmes mouillant mes cheveux. « Tu es vraiment venu. » Je me suis effondré. 15 ans de peur, de courage, de sacrifice s'échappant en sanglots. « Je suis désolé, » répétai-je. Désolé de t'avoir envoyé loin, de ne pas être venu, de tout ce temps perdu. Elle m'a écarté, encadrant mon visage de ses mains, des mains de femme, plus grandes que les miennes. Ne fais pas ça. Tu m'as sauvé. Tu as fait ce que tu devais faire. Je comprends maintenant. Béatrice nous a rejoints, fermant la porte doucement. Nous nous sommes assises, parlant, pleurant, partageant les vies séparées que nous avions menées. Lily m'a montré des photos, elle à l'école, au lycée, à l'université. Béatrice a comblé les vides des lettres d'Agnès. Et maintenant, ai-je demandé. La peur revenant. James me cherchera. Qu'il essaye, a dit Lily. Une dureté dans sa voix qui m'a rappelé son père, mais sans la malveillance. L'appartement à Seattle est au nom de Béatrice. Le boulot est arrangé par un ami discret. Un avocat a préparé une ordonnance restrictive. La police de Phoenix surveille la gare routière au cas où il suivrait ta trace. Béatrice a ajouté, mais nous ne restons pas. Notre vol pour Seattle part demain matin. Cette nuit-là, Lily et moi avons veillé sur le balcon de l'hôtel, regardant les lumières de Phoenix, si différentes des étoiles du désert. Elle a sorti un petit ours en peluche, celui que je lui avais donné il y a 15 ans. « Tu l'as gardé », ai-je murmuré, ému. « Bien sûr », a-t-elle dit. « Il y a quelque chose dedans. » J'ai ouvert une couture, trouvant la photo que je lui avais donnée, moi, tenant bébé Lily, fanée mais intacte. Je la regardais tous les soirs, a-t-elle dit.
J'avais peur d'oublier ton visage. Les larmes m'ont submergé. Tu n'as plus besoin de la garder. Lily, je suis là maintenant. Le lendemain, nous avons pris l'avion pour Seattle. J'attendais qu'un désastre frappe, James surgissant. La police nous arrêtant, mais rien n'est arrivé. En survolant les nuages, Lily a pointé la pluie au loin. Regarde, maman, de la pluie. Dans le désert, j'avais oublié la pluie, son pouvoir de laver, de renouveler. À l'atterrissage, Lily a serré ma main. Bienvenue à la maison, maman. La maison n'était pas un lieu, mais ma fille, la femme que j'avais sauvée, qui m'avait sauvé en retour. À 46 ans, je commençais une nouvelle vie, apprenant à être une mère pour une adulte que je connaissais à peine, à vivre sans peur. La rage contre James, contre Sun City, contre les années perdues, ne s'éteindrait jamais complètement. Mais elle alimentait mon courage. En marchant sous la pluie de Seattle, j'ai levé le visage, laissant l'eau emporter la poussière du désert, baptisant une Evelyne nouvelle. Avec Lily à mes côtés, j'étais libre, et ensemble, nous marchions vers un avenir que l'amour avait rendu possible, que le courage avait conquis, que le pardon avait béni. L'histoire d'Evelyn Harper, une femme brisée par la violence mais sauvée par son courage et l'amour de sa fille, résonne comme un cri dans l'obscurité, un témoignage poignant de résilience et de rédemption. En tant que Français, où les valeurs de liberté, de solidarité et de justice sont profondément ancrées dans notre culture, cette histoire touche une corde sensible. Elle nous confronte à des vérités universelles sur la douleur, le sacrifice et la capacité humaine à se relever, même après des années de souffrance. À travers le prisme de la culture française, qui célèbre l'introspection, la compassion et l'engagement pour les causes justes. L'histoire d'Evelyn nous invite à réfléchir à nos propres vies et à tirer des leçons applicables au quotidien, tout en nous incitant à agir pour soutenir ceux qui luttent dans l'ombre. D'abord, l'histoire d'Evelyn met en lumière la force insoupçonnée qui réside dans le courage silencieux. Pendant 15 ans, elle a enduré l'inimaginable les coups de James, les ragots cruels de Madame Clara, l'indifférence du révérend Holt et l'inaction d'une communauté entière. Pourtant, elle n'a jamais abandonné l'espoir de revoir sa fille. Lily, ce courage, discret mais indomptable, reflète une valeur chère à la culture française, la persévérance face à l'adversité. Comme les héros de la résistance française, qui ont lutté dans l'ombre contre l'oppression. Evelyn a choisi de survivre, de planifier, d'attendre le moment propice pour agir. Cette leçon nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, chaque petit geste, économiser $1, écrire une lettre, garder une photo, peut être un acte de résistance. Dans nos vies, cela nous pousse à ne pas céder au désespoir face aux défis, qu'il s'agisse de luttes personnelles ou professionnelles. Nous pouvons, comme Evelyn, construire notre liberté pas à pas, avec patience et détermination. Ensuite, l'histoire révèle l'injustice criante d'une société qui ferme les yeux sur la violence domestique. La complicité de Sun City, des voisins aux autorités, est une trahison qui suscite une indignation profonde. En France, où les mouvements féministes comme #MeToo et les associations comme Ni pute ni soumise ont amplifié la voix des victimes. Cette indifférence rappelle que le silence est une forme de violence. La rage qu'inspire l'attitude de Madame Clara ou du shérif nous pousse à réfléchir à notre propre rôle dans la société. Sommes-nous des spectateurs passifs face à l'injustice, ou sommes-nous prêts à intervenir, à tendre la main, à dénoncer? Cette leçon s'applique directement à notre quotidien. Écouter une amie en détresse, signaler une situation suspecte, soutenir des associations qui aident les victimes de violences. En France, où la devise « Liberté, égalité, fraternité » guide notre ethos, nous avons le devoir de briser le silence et de protéger les plus vulnérables. L'amour inconditionnel entre Evelyn et Lily est une autre leçon puissante. Malgré les années de séparation, Lily n'a jamais cessé de chercher sa mère, et Evelyn n'a jamais cessé de l'aimer à travers ses lettres secrètes. Cet amour, pur et sacrificiel, évoque les valeurs familiales chères aux Français,
où les liens du cœur transcendent les épreuves. Dans nos vies. Cela nous rappelle l'importance de chérir nos proches, même dans les moments de distance ou de conflit. Un appel, une lettre, un geste d'affection peuvent maintenir un lien vivant, comme les lettres d'Evelyne l'ont fait pour Lily. Cela nous encourage à exprimer notre amour sans attendre, à pardonner, à reconstruire là où le temps ou les circonstances ont creusé des fossés. Enfin, l'histoire d'Evelyne nous enseigne la puissance du pardon et de la rédemption. Lily, en comprenant le sacrifice de sa mère, lui offre non seulement une évasion, mais aussi un pardon qui guérit les blessures du passé. En France, où la littérature et la philosophie, de Victor Hugo à Simone de Beauvoir, explorent souvent la rédemption. Ce thème résonne profondément. Il nous rappelle que guérir, c'est aussi accepter nos erreurs et celles des autres. Dans nos vies, cela peut se traduire par le courage de demander pardon, de tendre la main à ceux que nous avons blessés, ou d'accepter le pardon pour avancer. Evelyne, à 46 ans, recommence une vie nouvelle, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer. Ses leçons, courage, justice, amour, pardon, ne sont pas abstraites. Elles nous appellent à agir dans nos communautés, à être des alliés pour ceux qui souffrent, à construire des ponts plutôt que des murs. En France, où l'engagement social est une tradition, nous pouvons soutenir des refuges pour femmes, participer à des campagnes de sensibilisation, ou simplement écouter avec empathie. L'histoire d'Evelyne n'est pas seulement un récit du passé, c'est un appel à transformer nos indignations en actions concrètes. Si l'histoire d'Evelyne vous a touché, si son courage et sa lutte contre l'injustice vous inspirent, montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir. Et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits de résilience. Laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour rendre hommage à toutes les Evelynes qui se battent encore dans l'ombre. Ensemble, faisons entendre leur voix.